moi, le confinement ou le rester chez vous, personnellement, ça ne m'a pas beaucoup dérangé parce que je travaille et je vis dans le même espace, dans le même appartement. J'ai apprécié le silence de la rue parce que j'habite au plateau. J'ai apprécié le fait qu'il n'y ait pas d'embouteillage et j'ai apprécié que je pouvais voir Gorée parce qu'il y avait moins de pollution. Maintenant, ceci étant, chez moi, toute cette période a été traversée par la confusion, par l'incertitude et également un sentiment de nécessaire humilité. La confusion, pour une fois, depuis probablement au moins un siècle, la science a été complètement désarmée. La science ne savait pas, la science ne pouvait pas se mettre d'accord et la science n'avait pas de réponse à la crise. Et je crois que dans la constitution des équipes scientifiques qui ont assisté les différents gouvernements, il y a eu des manquements parce qu'on n'a pas invité les sociologues, les philosophes, les politologues, les anthropologues pour participer à la réflexion en ce qui concerne la riposte. Donc ça, c'était pour moi au niveau de la confusion. L'incertitude, c'est que j'ai vu que tous les gouvernements, pratiquement tous les gouvernements, ont tâtonné et ont mis en avant des stratégies contradictoires. Et je crois que c'est ce qui a créé le problème de confiance avec les populations. Et la nécessaire humilité, c'est que les maux de la société, si je me penche sur le cas particulier du Sénégal, ont été vraiment révélés et les urgences, les véritables urgences chez nous, je pense, ont éclaté à la face de peut-être l'élite qui se cantonne dans ces slogans d'émergence et des investissements de prestige qui ne contribuent en rien au bien-être des populations. Je crois que le gouvernement a été surpris par l'étendue et la profondeur de la pauvreté chez nous. Quand le gouvernement dit « lavez-vous les mains tous les jours avec de l'eau et du savon », 27% de la population rurale n'a pas assez accès à l'eau. On s'est rendu compte aussi de la réalité et du poids du secteur informel, qui est vraiment le secteur de l'économie qui fait tourner, qui fait marcher ce pays-là avec 80-90% des emplois. On s'est rendu compte aussi de la vacuité, de la prétention à l'émergence, concept creux s'il en est, de la prévalence de la superstition, de l'ignorance, du fatalisme et de l'imaginaire façonné par les guides religieux. Je crois que tout ça, ça doit nous ramener à un peu plus d'humanité quand on discute les stratégies de développement. Alors, ensuite, la réponse de l'État. Comme je disais tout à l'heure, les États ont tâtonné et c'était plus ou moins normal parce qu'on était face à l'inconnu et surtout avec des prédictions de cataclysmes que nous ont servi les Nations Unies, la Commission économique pour l'Afrique à Addis Abeba, l'OMS ou bien la fondation Bill Gates, dont la femme disait qu'elle prévoyait qu'il y aurait des morts dans les rues, qu'on ne pourrait même plus les ramasser. Alors, face à cette prédiction-là, je crois que les États africains ont un peu paniqué, à part peut-être la Tanzanie, mais beaucoup d'États ont commencé par développer un langage de guerre plutôt qu'un langage de mobilisation sociale. Ils ont cherché le consensus politique plutôt que de chercher le consensus communautaire. Ils ont produit une communication destinée aux élites plutôt qu'une communication destinée aux populations. Ils ont développé une stratégie où toute la population a été traitée en victime potentielle plutôt que de traiter la population en acteurs qui, au sein de leur communauté, sont les mieux à même de lutter contre la propagation du virus.
L'État a été prétentieux et a agi comme d'habitude en traitant les populations de victimes et en distribuant des vivres plutôt que d'opérer pour les transferts d'argent à travers le réseau téléphonique. Et quels vivres ils ont choisi de distribuer? Du riz, de l'huile et du sucre. Alors je vous dis bonjour le diabète. Ils ont déclaré l'état d'urgence et un couvre-feu national plutôt que de choisir la responsabilisation et le ciblage des classes. On a mis la démocratie en vacances alors que c'est le moment où véritablement, parce que c'était un problème politique, la réponse est politique, elle n'est pas uniquement sanitaire, c'est au moment où on a besoin d'un débat contradictoire politique et de transparence. La corruption, on s'est dit l'occasion fait le larron, alors que nous sommes un pays où les larrons transforment toute occasion en opportunité. Alors, maintenant, pour la réponse sur le long terme, on connaît la réponse. On voit déjà émerger des options. Une option, c'est on va pouvoir retourner à la normalité. Le seul problème, c'est quand on va retourner à la normalité. Pour nous, ça veut dire un Sénégal émergent 2.0. L'autre option, c'est, oui, le virus s'est installé, il est là, nous devons apprendre à vivre avec le virus en procédant à des ajustements, distanciation physique, je préfère au mot distanciation sociale, le port du masque, télétravail, renforcement des systèmes de santé et même revenu minimum, c'est-à-dire une normalité ajustée. Je pense que la pandémie est une opportunité pour une transformation en profondeur d'un système qui approfondit le sous-développement, qui produit des inégalités économiques, politiques et qui détruit notre environnement. Et les solutions, on les connaît. Nous savons que ce néolibéralisme nous tue et on ne peut pas continuer dans le même système en changeant les vocabulaires. Les objectifs, c'est de s'assurer que l'on met l'économie au service des populations. En d'autres termes, l'éradication de la pauvreté, l'éradication de l'ignorance, l'éradication des discriminations à l'encontre des femmes et des infrastructures qui mettent en priorité les populations, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et l'Internet partout et pour tous. Il faut retourner à une politique de développement et cesser avec cette rhétorique d'émergence qui est véritablement un vandalisme structurel. Les moyens, c'est la souveraineté alimentaire, je crois que ça c'est clair pour tout le monde, l'industrialisation et la protection des industries naissantes, la souveraineté monétaire et l'intégration régionale. L'action, ça aussi on la connaît, c'est le renforcement de la démocratie participative, sortir de cette constitution de 1958 pour refonder la nation, refonder l'éducation, en finir avec l'impunité dans les affaires de corruption, entreprendre une décentralisation agressive, sortir du CFA et créer une monnaie nationale en attendant d'aller vers une monnaie régionale. Toutes ces solutions-là, on les connaît. Ce sont des solutions qui ont été appliquées ailleurs et qui ont permis aux pays en Asie, etc., de sortir du sous-développement. Mais tant qu'on fera des choix inopportuns qui bénéficient à une petite partie de la population et maintient 80% de la population dans l'ignorance, dans la pauvreté, dans les maladies, le plus petit virus qui viendra à nouveau va immobiliser le pays. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Penda dans sa première intervention, où elle a semblé porter le blâme sur la société sénégalaise. Moi, j'ai une lecture différente. J'ai vu le Sénégal pratiquement masqué. J'ai vu dans la rue les gens respecter la distance physique quand c'était possible. J'ai vu pour la première fois dans l'histoire du Sénégal la fermeture des lieux de culte pour un pays de croyants.
Ils ont accepté des lieux de culte. Les gens, avec quelques exceptions, bien entendu, ont respecté le couvre-feu et les différentes instructions. Mais effectivement, il y a une défiance, et je dirais même qu'aujourd'hui, je sens une colère et un ressentiment au niveau des populations. La défiance au niveau de la société par rapport à l'État, elle est ancienne. Elle date de l'époque coloniale. C'était une défiance par rapport à un État colonial. Et cette défiance continue aujourd'hui parce que l'État n'a pas été décolonisé. Nous avons toujours un État qui enveloppe les populations, un État qui administre, un État qui contrôle, un État qui taxe et qui n'apporte rien en matière d'amélioration de la main-d'œuvre de la population. Une société, pour qu'elle change, elle a besoin d'être guidée. Les transformations sociales doivent être gérées afin de pouvoir contenir les tendances négatives et amplifier les tendances positives. Or, il ne s'agit pas de ça. Il y a une coupure entre la population et les élites, et surtout les élites politiques. Et le comportement des élites politiques ne constitue pas un exemple pour la population. Quand vous avez des élites politiques qui combattent uniquement pour conserver, garder le pouvoir afin de s'enrichir, quel message est-ce qu'on envoie aux populations et est-ce qu'on a le droit de demander à la population un comportement républicain lorsque ceux qui sont au pouvoir n'ont pas de comportement républicain et démocratique? Donc, c'est sur ça que je voulais venir. Moi, au contraire, j'ai apprécié le comportement de la société sénégalaise, compte tenu des incertitudes des scientifiques, compte tenu des stratégies contradictoires. Je trouve qu'ils ont été patients et que, d'une certaine manière, malgré la précarité qui s'est ajoutée déjà aux conditions de pauvreté dans lesquelles ils vivent, je suis surpris que les populations ne soient pas descendues dans la rue en masse pour manifester et pour exprimer leur colère et leur mécontentement. Parce qu'en plus de la menace du virus, on les a installés dans une précarité alimentaire, économique, on leur a interdit de voyager, on leur a interdit de se réunir, on leur a interdit de continuer à vivre normalement, alors que le virus, en fait, si on regarde bien, en tout cas en Afrique, le virus n'est pas dangereux. Il y a une confusion qui est faite entre coronavirus d'un côté et Covid-19 de l'autre côté. Coronavirus, c'est un virus. 80% de ceux qui sont infectés ne développent aucun symptôme. 15% ont des maladies légères. Il n'y a que 5% qui constituent des cas graves et le taux de mortalité est inférieur à 1%. Moins que le diabète, le paludisme, les attaques cardiaques, etc., etc. Donc, convaincre une population qu'un virus qui finalement n'est pas chez nous, en tout cas, où nous avons 35 morts en 3 mois, c'est-à-dire le quart des accidents de la route, que ce virus-là mérite qu'on prenne toutes les contraintes qu'on a prises sans se révolter. Moi, je tire mon chapeau à la société sénégalaise.